Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette deuxième conférence. Aujourd'hui, nous allons aborder ce qui est sans doute l'image que la plupart d'entre vous avaient en tête lorsque l'on mentionne les relations entre société et environnement en Mésopotamie. Je veux bien sûr parler du rôle essentiel joué par l'irrigation, non seulement pour l'agriculture, mais aussi dans l'organisation sociale, voire dans la nature même de la civilisation hydraulique. Il est courant chez les non-spécialistes de considérer que la nécessité d'organiser l'irrigation et les grands travaux hydrauliques est à l'origine même de l'urbanisation en Mésopotamie, le plus ancien des 6 foyers primaires de développement urbain dans le monde. J'en prends ici pour exemple, parmi bien d'autres possibles, l'ouvrage de l'ingénieur Pierre-Henri Violet, professeur de mécanique des fluides à l'École nationale des ponts et chaussées, qui suggère non seulement une corrélation, mais aussi un lien causal direct entre irrigation et urbanisation. La démonstration est simple, voire simpliste. À la période préhistorique dite d'Obeid, qui du 7e au 5e millénaire voit s'installer sur la plaine mésopotamienne des villages d'agriculteurs pratiquant la petite irrigation dans un milieu semi-marécageux, succède la période proto-urbaine, puis pleinement urbaine, d'Uruk, qui voit dans un même mouvement naître l'irrigation à grande échelle, les villes et l'État coercitif, qui en est la clé de voûte. On le verra, cet argumentaire n'a plus cours chez les spécialistes, mais le fait qu'il perdure dans la culture générale mérite qu'on s'arrête quelque temps sur sa genèse avant d'en aborder les limites. Il faut pour cela remonter à la deuxième moitié du XIXe siècle, au moment où le débat sur l'origine de l'État et de la société tels que nous les connaissons, qui depuis le siècle précédent animait la philosophie des Lumières, pour dire vite le débat Hobbes contre Rousseau, prend un tournant plus historique, sous l'impulsion de courants de pensée contradictoires, mais aussi complémentaires, même si la Mésopotamie, alors tout juste en cours de redécouverte, ne joua guère de rôle dans l'élaboration de ces théories. D'un côté, suite aux travaux de Charles Darwin, l'anthropologie fait ses premiers pas dans le monde anglo-saxon, avec ce qui sera par la suite connu sous le nom d'anthropologie sociale évolutionniste. Particulièrement notable est la contribution de Lewis Henry Morgan dans Ancient Society, qui cherche à expliquer l'ensemble des sociétés humaines en les arrangeant sur une échelle de progression depuis la sauvagerie, la barbarie et ensuite la civilisation. Certaines sociétés contemporaines étant considérées comme plus avancées que d'autres. Le modèle est éminemment critiquable pour son racisme latent et sa nature européocentrique, mais ce qui importe pour mon propos aujourd'hui est l'idée, alors neuve, que les sociétés du passé offrent la clé de voûte, la clé du développement de l'État et de ses corollaires. La centralisation du pouvoir, la coercion, les inégalités, etc. Et ce, en opposition au discours ahistorique des Lumières sur le passage de l'état de nature à l'état de civilisation. En parallèle, et partiellement en dialogue avec ce courant, se développe en Europe une vision historicisante du développement des sociétés, incarnée en particulier par Karl Marx et Friedrich Engels. Parmi les différents modes de production identifiés par les fondateurs du marxisme se trouve un des modes mineurs, le mode de production asiatique, ou MPA, qui, comme le mode de production esclavagiste et le mode de production féodale, résulte de la dissolution d'une hypothétique commune primitive, mais qui, à la différence des premiers, définirait les sociétés dites orientales, avec, pour Marx et Engels, comme modèle principalement l'Inde et dans une moindre mesure la Chine. Selon ce paradigme, dans les sociétés orientales, la propriété des terres reste acquise à la communauté, mais sous le contrôle d'un État centralisé pratiquant ce que Marx appelle l'esclavage généralisé, marqué en particulier par la contribution forcée aux grands travaux. Ceci, dans le modèle marxiste originel, ne relève pas exclusivement de l'irrigation, mais c'en est une des modalités. Le MPA connut une histoire complexe dans la théorie marxiste, étant absent de l'origine de la famille, de la propriété et de l'État, publié par Engels en 1884 à partir des notes de Marx, puis entièrement banni à l'époque stalinienne, avant de reconnaître un renouveau polémique des années 60 aux années 1980. Cela a eu des conséquences sur l'analyse de la Mésopotamie antique par les savants soviétiques et marxistes plus généralement, mais cela ne concerne que marginalement notre sujet du jour. Paradoxalement, l'influence du modèle du MPA fut bien plus grande au-delà des cercles marxistes.
C'est tout d'abord à l'archéologue australien Vere Gordon Childe que l'on doit l'essentiel du modèle qui, hors du monde des spécialistes, sert encore de référence à la compréhension des hautes époques de notre humanité commune. Marxiste de formation, Childe entreprit de projeter dans les temps anciens révélés par les nouvelles recherches la dialectique de Marx et Engels et forgea deux concepts encore communément utilisés aujourd'hui, celui de révolution néolithique, ou révolution agraire, d'une part, et celui de révolution urbaine, de l'autre. Tous deux, des phénomènes apparus indépendamment et en bonne logique marxiste de façon inéluctable dès lors que certaines conditions étaient présentes, en plusieurs points du globe, d'où ils se diffusèrent vers les régions avoisinantes à des rythmes variés. Je laisse de côté pour aujourd'hui la question du néolithique, mais je veux me pencher sur le concept de révolution urbaine, dont Childe situe la première manifestation chronologique en Mésopotamie, dans le courant du IVe millénaire. Ce qui en faisait à la fois le premier foyer d'urbanisation primaire de l'histoire mondiale, et en quelque sorte l'idéal type. Dans une approche plus typologique qu'historique, Childe définit 10 critères fondamentaux pour identifier qu'une société était passée du stade du village, lui-même né avec la révolution néolithique, à celui de la ville, d'où la révolution urbaine. Il n'est pas besoin d'entrer dans les détails du modèle aujourd'hui, il a d'ailleurs été maintes fois critiqué et amendé, mais je veux noter le rôle clé donné aux grands travaux, organisés par un État centralisé grâce à son pouvoir de coercion, dans ce qui pour Childe, comme pour beaucoup d'autres après lui, était caractéristique de la naissance conjointe des villes et de l'État. C'est dans les années 50, avec Karl Wittfogel, que prend vraiment corps l'idée que la maîtrise de l'irrigation est au cœur de la naissance de l'État en Mésopotamie et dans d'autres sociétés dites orientales, en particulier la Chine, dont lui-même était un spécialiste. Fruit d'un historien allemand émigré aux États-Unis, ancien marxiste devenu virulent critique du socialisme de son temps, l'ouvrage de Wittfogel était avant tout polémique, puisqu'il cherchait à démontrer que l'URSS et la Chine maoïste n'étaient ni plus ni moins qu'une incarnation moderne de ce despotisme oriental. Malgré cela, il exerça une influence considérable qui perdure de nos jours, comme nous l'avons vu au début de cette conférence avec la référence à l'ouvrage de Violet. Pour Wittfogel, qui pour l'occasion ressuscita de façon fort peu orthodoxe le mode de production asiatique de Marx et Engels, la construction et l'entretien d'ouvrages hydrauliques massifs caractérisaient la mise en valeur des grandes plaines alluviales semi-arides, comme la basse Mésopotamie. Nécessaire tant pour l'irrigation que pour le contrôle des crues, il mobilisait d'énormes quantités de main-d'œuvre qui ne pouvaient être recrutées et supervisées que par une autorité centrale. C'est cette nécessité d'un contrôle centralisé qui a conduit à une plus grande intégration politique et finalement à la concentration du pouvoir entre les mains d'un seul dirigeant despotique. Le contrôle effectif de la terre et de la ressource essentielle à la subsistance en milieu aride, l'eau, permettait ainsi aux dirigeants d'étendre leur pouvoir à d'autres aspects de la vie sociale sans contre-pouvoir significatif. Voilà le modèle de Wittfogel. Pardon pour la diapo qui était un peu en avance. Et que voici. Malgré son retentissement dans les disciplines anthropologiques et historiques, l'hypothèse hydraulique de Wittfogel rencontra une vive critique chez les spécialistes de la Mésopotamie, au premier rang desquels Robert McCormick Adams, qui, au même moment, menait avec ses collègues de Chicago les prospections archéologiques de la plaine de basse Mésopotamie que nous avons mentionnées la semaine dernière. La critique d'Adams était d'abord d'ordre théorique, minimisant à la fois le rôle et le contrôle actuel de l'État sur les réseaux d'irrigation, et suggérant à l'inverse que le lien entre pouvoir et irrigation en Mésopotamie était moins lié à la source de consolidation interne à la société, mais plutôt un lien de compétition entre sociétés et États constitués. C'est-à-dire que l'État prend le contrôle de l'irrigation, non pas tant pour contrôler sa population intérieure, mais que pour gérer les conflits avec ses voisins. C'est aussi une vision qui est maintenant relativement obsolète, mais l'apport le plus durable d'Adams et de ses collègues fut de prendre en compte et de cartographier l'évolution au fil du temps, non seulement de l'habitat, mais de la plaine elle-même, particulièrement du fait des variations du niveau de la mer et de leur impact sur le comportement des fleuves en amont. La transition urbaine, depuis les villages néolithiques de la culture d'Obeid vers les premières villes de la période d'Uruk, puis vers les cités-États de la période proto-dynastique,
se fit en effet dans le contexte d'un niveau élevé et relativement stable du golfe arabo-persique, à quelques 2,5 mètres au-dessus du niveau actuel. Plutôt qu'une émergence urbaine liée à la seule irrigation et production céréalière, Adams proposa alors un modèle urbain plus complexe, où l'agriculture céréalière, l'élevage, mais aussi l'exploitation des marais et des marécages se complétaient. Cependant, dans cet ordre d'importance, même si Adams notait déjà que dans les textes de la période d'Uruk tardive et de Djemdet Nasr, la source principale de protéines semblait avoir été le poisson séché. Mais il mettait toujours l'agriculture puis l'élevage comme les deux piliers de l'économie des premières villes. Les idées et les méthodes d'Adams, qui allaient s'imposer jusqu'au début du XXIe siècle, reposaient cependant sur quelques préconceptions en partie problématiques, comme l'a montré Jennifer Pournelle. Tout d'abord, et cela trahit l'origine de la prospection de terrain dans les travaux de la syriologue Thorkild Jacobsen, qui lui-même cherchait avant tout à retrouver sur le sol les cours d'eau mentionnés dans les textes, les travaux pionniers d'Adams et de ses collègues ont présumé d'emblée la nécessité de l'irrigation. L'usage des cartes topographiques et des photographies aériennes a attiré leur attention sur les éléments du paysage associés aux cours d'eau, qu'ils soient naturels ou artificiels, comme les surélévations reflétant d'anciennes digues. En outre, si Adams a documenté dans certaines régions des centaines de canaux abandonnés associés à des sites archéologiques, ceux-ci sont surtout clairement attestés pour les périodes plus récentes, du fait de la nature autodestructrice des paysages de l'irrigation, que nous avons vu la semaine dernière, et de l'incomplète préservation en surface des périodes les plus anciennes. Souvent, et c'est particulièrement vrai pour les périodes de formation urbaine comme la période d'Uruk, qui est ici à l'écran avec les cartes de Adams, pour lesquelles aucune preuve directe n'était visible, il s'est contenté d'émettre des hypothèses sur les connexions linéaires entre les sites repérés et d'éventuels canaux, créant ainsi sur la carte, c'est un paysage moderne, un paysage chimère en quelque sorte, l'illusion d'une irrigation de grande taille dès les premiers temps urbains. Ce sont vraiment les travaux de Jennifer Pournelle au début des années 2000 qui ont mis le clou définitif au cercueil de l'hypothèse hydraulique. En reprenant les résultats des prospections d'Uruk et Eridu menées par Adams et ses collègues, combinés avec une étude fine de la géomorphologie et des processus taphonomiques de la région, et surtout avec l'étude d'images aériennes et satellites, elle a en effet pu démontrer que les premières villes de Mésopotamie, loin d'être associées avec de grands réseaux d'irrigation, étaient en réalité nées dans la zone environnementale des marais, dont les ressources, roseaux, chasse, pêche, étaient autant, voire plus importantes que la culture des céréales, qui elle-même n'était pratiquée que par une simple irrigation de petite taille, simple irrigation gravitaire, et que l'élevage qui existait, mais n'était pas aussi dominant que Adams l'avait cru en son temps. Elle a ainsi pu montrer que les villages d'Obeid s'étaient installés sur des promontoires naturels de terrains géologiques plus anciens, dits d'eau de tortue, à la limite entre le marais et la plaine deltaïque, dans un espace où l'eau dominait et qui devait être entièrement amphibie au moins au printemps, au moment des crues. D'où la nécessité de s'installer sur les rares espaces hors de portée des inondations saisonnières. Ces dos de tortue sont aussi le site des premières villes mésopotamiennes, comme Our et Eridu, qui sont nées de la fusion des établissements antérieurs d'Obeid. Les nouvelles créations de sites proto-urbains de l'Uruk ancien sont quant à eux associées à des jonctions de cours d'eau propices à l'irrigation opportuniste de bassins, pas des grands réseaux de canaux. Même durant l'explosion urbaine qui caractérise l'Uruk tardif, la distribution spatiale des sites, que vous voyez ici sur la carte de Jason Earl, la distribution spatiale des sites est beaucoup moins linéaire qu'au cours des périodes qui suivent, témoignant de leur indépendance par rapport au réseau hydrographique. Et pourtant, même sans recours à l'irrigation de grande taille, la période d'Uruk est aussi celle qui voit s'imposer l'architecture monumentale au sein du sanctuaire de d'Inanna à Uruk, le sanctuaire d'Inanna, Léana d'Uruk, ainsi que la figure omniprésente du roi prêtre, ici sur le vase et ici sur des impressions de sceaux. Ce roi prêtre, entre guillemets, c'est comme ça qu'il est connu dans la littérature, on pourrait en discuter, mais c'est clairement un dirigeant représenté comme les rois des époques ultérieures, plus grand que nature, et président aussi bien au rite religieux que à la conduite de la guerre. Donc clairement, un État coercitif, une figure d'autorité, mais pas d'irrigation de grande taille. Le modèle de Wittfogel est désormais complètement obsolète.
En réalité, c'est seulement au IIIe millénaire, soit plus de 1000 ans après la naissance des villes et de l'État, durant la période proto-dynastique, que l'habitat prend pour la première fois la forme linéaire qui prédominera dans toutes les phases ultérieures de l'histoire mésopotamienne, témoignant de la mise en place progressive de réseaux d'irrigation de grande taille, selon des modalités que nous allons désormais préciser. Pour des raisons de temps, je me limiterai aujourd'hui à l'étude des paysages d'irrigation de l'âge du bronze, mais nous aurons l'occasion de revenir sur ceux de l'âge du fer dans notre prochain cours. Comme je l'ai rappelé la semaine dernière, en basse Mésopotamie, le Tigre et l'Euphrate ont, au fil du temps, élevé leur lit au-dessus de la plaine alluviale, ce qui facilite l'acheminement de l'eau vers les champs situés en contrebas par simple gravité. Du fait de la pression de l'eau sur les berges, les cours d'eau sont naturellement sujets à des phénomènes d'avulsion, c'est-à-dire de changement de cours au travers des brèches qui se forment sur les parois latérales des dits cours d'eau. Au cours des millénaires, les fleuves jumeaux se sont ainsi déplacés sur la plaine, laissant dans le paysage des reliques de leurs cours anciens sous la forme de digues en léger surplomb par rapport au reste plus marqué mais plus marqué dans la plaine alluviale que dans la plaine deltaïque. Cependant, du fait de l'alluvionnement moindre dans la partie aval, les traces les plus anciennes de ces cours d'eau ont été particulièrement bien repérées dans l'ancien pays de Sumer, c'est-à-dire la plaine deltaïque, et non pas dans l'ancien pays d'Akkad, la plaine alluviale. Et ce, que ce soit lors des prospections de terrain ou de façon plus systématique grâce à la télédétection et aux images aériennes et satellites. Ces traces anciennes d'irrigation, dont certaines sont liées à des sites d'implantation remontant au IIIe millénaire, forment une signature paysagère unique, dite en chevron, représentée ici sur cette image de Stéphanie Rost. Et l'on peut voir ici comment la rivière surplombe la plaine et comment on peut simplement, soit en utilisant des brèches naturelles, soit en créant des brèches au sein de la berge, irriguer les terres situées en contrebas. On peut ainsi identifier les formes les plus anciennes d'irrigation sumérienne comme étant le résultat d'une adaptation humaine à un phénomène naturel, que ce soit par l'exploitation à des fins agricoles d'un chenal nouvellement créé au travers d'une brèche, ou par l'imitation de la nature par l'homme, en créant artificiellement de telles brèches dans les berges des fleuves. Cependant, parce qu'elle génère des points faibles dans les berges des fleuves, l'agriculture irriguée sumérienne peut aussi conduire à des phénomènes additionnels d'avulsion, voire de déplacement brutal des cours d'eau lors des crues, ce qui amplifie le phénomène naturel d'évolution des cours d'eau sur la plaine. Donc on a ici des humains qui utilisent des phénomènes naturels et qui les amplifient en retour. Les premiers paysages d'agriculture irriguée de Mésopotamie relèvent ainsi de ce que l'on appelle la construction de niches anthropiques, concept emprunté à la biologie de l'évolution pour insister sur l'adaptation à l'environnement par les communautés locales, une approche bottom-up en jargon managérial, par opposition à une approche dite top-down, caractérisée par la planification et la transformation de l'environnement par les sociétés. On voit ainsi dans les études, en particulier celles dirigées par les archéologues du paysage, émerger un nouveau paradigme concernant l'agriculture irriguée de l'âge du bronze dans les grandes plaines alluviales du Proche-Orient, que ce soit celle de basse Mésopotamie, le bassin de la Diyala à l'est, ou la plaine voisine du Khouzestan en Iran. Au paysage adaptatif de l'âge du bronze et des périodes précédentes, succédèrent des paysages impérialisés, à partir de l'époque néo-assyrienne et jusqu'au Moyen-Âge, caractérisés par des systèmes d'irrigation massifs, le développement des khanats et la mise en valeur de terres jusque-là incultes, en partie grâce à la relocation forcée de populations nouvellement conquises. À l'action des communautés locales se substituerait désormais celui d'un pouvoir impérial lointain et coercitif. Le modèle impérial, selon ce paradigme, ressemble par bien des aspects à celui de Feldvogel, mais il est désormais placé au terme d'une évolution plurimillénaire et non à son commencement. Le paradigme a ses mérites, et je ne cherche en aucun cas à nier le changement radical, au moins en termes d'échelle, des travaux hydrauliques de l'époque impériale par rapport à ceux des périodes antérieures. Il me semble toutefois devoir au minimum être nuancé, en particulier l'accent mis pour l'âge du bronze sur l'adaptation de niches anthropiques.
Aussi bien Tony Wilkinson et ses collègues que Stéphanie Ross, qui leur emboîte le pas dans sa synthèse sur l'irrigation en Mésopotamie, reconnaissent l'existence d'inscriptions royales sumériennes, célébrant la construction ou la réfection de réseaux d'irrigation, mais suggèrent qu'elles ne doivent pas être prises pour argent comptant. Ils renvoient aussi à l'étude de Marvin Powell pour le Built-in on Sumerian Agriculture de 1988, qui ne relevait dans les textes qu'il étudiait que des canaux de petite taille, entre 1 et 3 km de long. Donc d'après eux, les textes soit doivent être fortement nuancés parce que les rois se vantent, soit montrent que l'on n'avait que des petits canaux pour le 3e millénaire. Cette affirmation, cependant, est problématique pour deux raisons. La première concerne l'article de Marvin Powell, qui ne s'appuie pas sur des textes de la pratique, mais sur des exercices scolaires qui ne datent même pas du 3e millénaire, mais de l'époque paléo-babylonienne au début du suivant, et qui ont depuis été repris de façon systématique par Eleanor Robson. Je ne nie en aucun cas la valeur de ces textes pour la compréhension des systèmes d'irrigation, et j'en ai d'ailleurs fait usage dans mes propres travaux, le cas échéant. Mais leur objectif premier était d'apprendre aux futurs scribes administratifs comment calculer les masses, les volumes, les besoins en main-d'œuvre nécessaires à la réalisation des ouvrages d'art. Pas de rendre compte de façon réaliste des canaux existants dans le paysage. Ce n'est pas parce qu'ils apprenaient à faire ce genre de calcul sur des exemples fictifs de quelques kilomètres que les scribes n'étaient pas amenés dans leur vie professionnelle à appliquer ces mêmes méthodes sur des ouvrages bien plus conséquents, fût-ce en les découpant ces 10 ouvrages en tronçons de plus petits. Le second problème dans l'argumentaire qui est à l'écran concerne les inscriptions royales, que certains historiens tentent à minimiser plus que de raison, à mon humble avis. Il est vrai que dans les premiers temps de la syriologie et jusqu'au milieu du XXe siècle, les savants avaient tendance à lire les textes cunéiformes de façon un peu trop littérale. Et des chercheurs comme Mario Liverani ou Piotr Michalowski ont eu raison d'approcher ce genre de texte sous l'angle de la critique littéraire, avec une saine dose de scepticisme. Mais comme souvent, le balancier est allé trop loin. Et cette attitude, poussée à l'extrême dans les travaux récents de Seth Richardson, se départit trop facilement du travail nécessaire pour approcher les inscriptions royales pour leur valeur proprement historique. Il est vrai que l'on n'a pas pour l'heure pu identifier sur le terrain les vestiges de canaux correspondant aux inscriptions sumériennes du 3e millénaire, mais comme on le verra dans un instant pour la période paléo-babylonienne, ce n'est pas le cas ailleurs. Et on se rend alors compte que les inscriptions ne sont pas si éloignées que cela de la réalité du terrain. Les rois et leurs scribes se vantaient peut-être, et omettaient à dessein les aspects négatifs des situations historiques qu'ils célébraient, mais ils n'inventaient pas à partir de rien. Et d'ailleurs, pourquoi les rois auraient-ils ressenti le besoin de mentir dans des inscriptions qui n'étaient pas prioritairement adressées à leur sujet, la plupart étaient enfouis dans les fondations des bâtiments ou cachés dans les sanctuaires, mais plutôt adressées aux dieux qui, on peut le supposer, n'auraient pas été dupes d'un tel subterfuge. En réalité, quand on prend le temps de regarder de près, il existe des sources textuelles qui permettent une reconstitution bien plus fidèle des systèmes d'irrigation sumériens. Mais il faut se tourner vers les documents de la pratique, dont l'étude est bien plus fastidieuse que celle des inscriptions et des textes scolaires. Fort heureusement pour nous, ce travail a été fait récemment par Ingo Schrakamp, et les résultats de ces travaux nuancent l'idée qu'au 3e millénaire, l'irrigation est relevée simplement de la création de niches anthropiques. Il existe environ 5000 documents dits archaïques, datant de la fin du 4e millénaire, aux périodes d'Uruk et de Jemdet Nasr, mais hormis la représentation pictographique des terres irriguées dans un signe archaïque dit Ghana 2, ces documents sont remarquablement silencieux sur les dispositifs de l'irrigation eux-mêmes. Cela pourrait simplement être dû à la nature de la documentation. Néanmoins, compte tenu de ce que nous avons vu tout à l'heure, de l'implantation humaine à ces hautes époques, il est en réalité probable que cela reflète l'environnement et le mode d'occupation de l'époque, avec des champs irrigués de façon locale, en utilisant les ressources naturelles disponibles à l'interface entre la plaine et les zones humides, ce qui ne nécessitait pas d'investissement massif dans des infrastructures hydrauliques. Donc, pour la période d'Uruk, je pense qu'on peut effectivement parler d'un exemple typique de construction de niche anthropique. La nature de l'irrigation au proto-dynastique 1-2, vers 3000-2600, et au proto-dynastique 3A, vers 2600-2500, reste un sujet de débat relativement mal compris, certains chercheurs affirmant que les systèmes d'irrigation de grande taille avec hiérarchie de canaux n'existaient pas encore et que le modèle précédent restait la norme, mais il faut bien avouer que les éléments dont nous disposons sont rares et peu clairs.
En revanche, dès le proto-dynastique 3B, vers 2500-2300, l'existence de systèmes d'irrigation complexes et de grande taille, financés par l'État et les temples, est assurée, et les documents de la pratique de Girsou Tello, étudiés par Schrakamp, attestent bien de l'ampleur de ces structures et de l'action délibérée des pouvoirs publics sur l'environnement, en l'occurrence le dynaste local s'appuyant sur la main-d'œuvre des grands sanctuaires de la ville et les 10 grands sanctuaires en fonction des différents éléments du réseau d'irrigation. Au roi, la construction et l'entretien des premiers niveaux, au temple, ceux des niveaux inférieurs et de distribution. Ces données textuelles peuvent être reliées à la célèbre construction énigmatique de Tello dont nous avons parlé la semaine dernière, qui date, elle aussi, de l'époque proto-dynastique et est de taille imposante. L'équipe du British Museum, qui a depuis 2016 repris la fouille du site, a effectué une datation au radiocarbone en plusieurs endroits des paléochenaux de la ville, y compris sur le canal 3, ici en bleu, qui est associé à cette construction énigmatique. Les gens du British continuent de considérer que c'est un pont, je ne suis pas forcément d'accord, mais c'est un autre problème. Dans tous les cas, c'est une structure massive associée à un canal urbain. Je ne veux pas rentrer dans les détails très très techniques de cette étude, mais si leurs conclusions sont justes, cela atteste au minimum de l'existence du canal 3 au proto-dynastique 3B. Il se pourrait aussi que certains canaux datent des débuts du 3e millénaire, donc du proto-dynastique 1-2, mais comme en d'autres endroits, des niveaux de l'Obeid 4 ont aussi été notés associés à des chenaux, il est difficile, en l'absence d'une étude systématique des cours d'eau, d'établir s'il s'agissait là de canaux artificiels ou de chenaux naturels aménagés. En tout état de cause, ces réseaux d'irrigation préservés sur un peu plus de 2 km à l'intérieur de l'espace urbain peuvent être tracés à l'aide de l'imagerie satellite et des prospections de terrain et complétés à l'échelle régionale par l'étude des toponymes et des hydronymes mentionnés dans les tablettes proto-dynastiques, réalisées par Camille Lecomte et synthétisées sur le schéma ici par Sébastien Ray. Il reste difficile, en l'absence d'études de terrain plus précises, d'évaluer dans quelle proportion un tel paysage relève de l'adaptation de niche anthropique et dans quelle proportion il était déjà transformé par le haut. Mais si l'on en revient à la définition de Wilkinson et de ses collègues cités plus tôt, il me semble assez clair que nous nous trouvons déjà dans un cas de planification consciente, et donc au-delà de la simple adaptation de niche, même si l'ampleur n'est certes pas comparable avec celle des grands canaux de l'époque impériale. L'agriculture irriguée du 3e millénaire semble en fait relever d'une situation intermédiaire, qui, après la phase d'adaptation à l'environnement des millénaires précédents, offre les premiers exemples de transformation de l'environnement, en particulier dans les espaces urbains désormais consacrés par la présence des sanctuaires et des habitations. L'étude des réseaux d'irrigation dans l'Empire d'Akkad reste à mener, mais il est intéressant de noter que, quand bien même la fin du 3e millénaire voit la basse Mésopotamie passer d'un paysage politique fragmenté de cités-États à celui de vastes royaumes territoriaux, d'abord Akkad puis Ur III, il n'y a pas de changement visible dans la nature des paysages irrigués de la plaine deltaïque au cours de cette période, confirmant un peu plus l'absence de lien direct entre la nature du pouvoir et celle des réseaux d'irrigation pour ces périodes anciennes. L'analyse par Stéphanie Rost de centaines de documents administratifs provenant de la province d'Ouma à l'époque d'Ur III, combinée à une étude des prospections archéologiques, témoigne de l'existence d'un réseau de canaux maintenu et opéré au niveau de la province d'Ouma, laquelle recouvrait plus ou moins l'espace précédemment occupé par la cité-État du même nom, mais dorénavant intégré à la formation territoriale plus large qu'était le royaume d'Ur. Les archives, produites par les services du gouverneur de la province, permettent de reconstituer un réseau d'irrigation important et exigeant en main-d'œuvre. L'absence d'archives royales nous empêche de savoir s'il existait également d'autres réseaux sous la supervision directe de l'administration royale, mais si tel était le cas, l'impact sur le paysage aurait été encore plus impressionnant, puisque, d'après les calculs de Stéphanie, l'administration provinciale ne contrôlait qu'environ 7% du total des terres de la province, ce qui recouvre déjà une superficie impressionnante de plus de 13 000 hectares. Stéphanie Ross pense toutefois que la couronne n'était pas impliquée directement dans la gestion de l'irrigation, hors grands travaux célébrés par les rois dans leurs inscriptions, qu'elle identifie avec une forme de plutôt que d'investissement direct, et quelques rares cas d'arbitrage à haute visibilité,
et que le rôle des acteurs locaux a été sous-évalué. Je pense qu'elle a raison d'un certain côté de prendre le contre-pied d'une vision d'Ourtrois que nous avons pendant très longtemps développée sur la base des archives administratives, qui était de voir une espèce de forme d'État pré-soviétique, très bureaucratique, très centralisé. En revanche, je ne suis pas sûr qu'encore une fois, à vouloir prendre le contre-pied, on n'aille pas un petit peu trop loin. Je pense qu'il faudrait peut-être trouver un équilibre entre rendre aux communautés locales le rôle qui leur appartient et d'un autre côté reconnaître l'investissement royal. La nature des archives dont nous disposons ne permet pas vraiment d'aller plus loin. Mais ce qui est intéressant et important, c'est que, on le voit, dans la province d'Oumma, on a quand même plusieurs grandes branches du Tigre et les canaux associés qui sont sous le contrôle et maintenus par l'administration provinciale. Encore une fois, personnellement, j'ai un peu du mal à considérer qu'on est juste dans l'adaptation de niche dès lors qu'on atteint ce genre d'échelle d'aménagement. C'est avec l'avènement de la période paléo-babylonienne au début du deuxième millénaire que l'on commence à avoir le plus d'informations et d'informations plus claires pour relier entre elles les différents types de données, et l'on verra que le modèle de l'adaptation de niche anthropique, de mon humble point de vue, ne tient plus pour cette période. Suite à un épisode d'aridification climatique qui a entraîné des régimes plus instables du Tigre et de l'Euphrate, au début de cette période, les données disponibles, tant archéologiques que textuelles, montrent que de grands travaux d'irrigation ont durablement affecté les paysages, même si, encore une fois, ce ne sont pas les seules formes de construction paysagère en milieu irrigué connues pour la période. Une des avancées les plus récentes sur les techniques et les paysages d'irrigation de l'âge du bronze en basse Mésopotamie concerne la ville de Larsa à son apogée, entre la chute de la troisième dynastie d'Our et la conquête de la ville par Hammurabi de Babylone. Profitant de la réouverture de cette partie de l'Irak après des décennies de troubles, l'équipe française dirigée par Régis Vallet, et dont plusieurs membres, dont Régis, sont aujourd'hui dans la salle, a identifié le système d'approvisionnement en eau de la ville et son contexte régional, avec un degré de détail qui n'était jusqu'à présent pas accessible pour la région à cette période. Ces travaux ont été présentés en ce même mur il y a quelques mois à peine, mais je vais quand même en rappeler quelques grandes lignes dans le cadre du débat historiographique qui m'intéresse aujourd'hui. Hormis une occupation marginale à l'époque cassite, Larsa a connu son apogée au début du deuxième millénaire avant d'être largement abandonné du fait de l'éloignement du fleuve. Ce qui fait que les niveaux de l'âge du bronze y sont plus facilement accessibles qu'ailleurs. Les prospections d'Adams et l'étude des images aériennes par Pournel avaient identifié un canal dérivé du Tigre qui alimentait la ville en eau, et l'analyse du site et de ses environs par Régis et son équipe a permis d'en clarifier aussi bien l'échelle que la chronologie. Avec 62 km de longueur et une largeur moyenne de 20 à 30 mètres, le principal canal d'alimentation en eau de la ville, le canal C1, ne peut pas raisonnablement être réduit à une forme d'adaptation à l'environnement naturel selon le modèle de la construction de niche anthropique. Il s'agit là sans doute aucun d'une prise de contrôle par les autorités politiques du paysage, aussi bien de l'arrière-pays rural que de la ville elle-même, où la porte fluviale B65 permettait à l'eau d'être redistribuée selon un réseau complexe de canaux et de structures hydrauliques. Je ne rentre pas plus dans les détails, la conférence de Régis il y a quelques mois vous permettra de retrouver tout cela, ainsi que bien sûr la publication ici compte rendu des inscriptions de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. L'étude de terrain a identifié 4 étapes du développement de ce réseau d'irrigation et d'alimentation en eau, toutes d'époque paléo-babylonienne, et le dernier état représente les efforts majeurs entrepris sous l'égide de Sinidinam vers le milieu du XIXe siècle. C'est un des rares cas où archéologie, géomorphologie, hydrologie et analyse textuelle peuvent être reliées de façon convaincante, puisqu'une brique inscrite de ce roi a été retrouvée parmi les vestiges associés aux éléments urbains du réseau, et peut-être elle-même associée avec des affirmations de la propagande entre guillemets royale, telle que l'inscription dite du prisme, ou le nom donné au nom de la deuxième année de règne de Sinidinam, pardon pour l'anglais qui n'a pas été traduit, où le roi célèbre la redirection des eaux du Tigre vers la ville et ses alentours. Donc ici, on a des données de différents types qui convergent pour
nous montrer l'existence de ce réseau, et on voit bien que ce que se dit Sinidinam doit être pris au sérieux ici. Ce n'est pas simplement parce qu'il s'en vante, mais parce qu'on retrouve dans le paysage la trace de ce réseau massif, 20 à 30 mètres de large, une fois encore, 65 km de long. On n'est plus dans du petit canal d'adaptation au réseau naturel. Donc, comme mentionné plus haut, ces instruments de la prétendue propagande royale se révèlent n'être pas si déconnectés de la réalité historique que certains le prétendent, et représentent d'authentiques sources historiques, si tant est qu'on les approche, sans sombrer dans la naïveté ni dans l'hypercritique. Ce qu'elles nous révèlent est bien loin de la construction de niches anthropiques et révèle à l'inverse le fait que la partie aval de la basse Mésopotamie était l'objet d'une intense activité de construction hydraulique sous l'égide des autorités royales, qui avaient dû requérir une mobilisation importante de main-d'œuvre. Malheureusement, nous manquons de données concrètes sur ce sujet en particulier qui m'aurait beaucoup intéressé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas forcément non plus dans une progression linéaire, du simple vers le complexe. Toujours à l'époque paléo-babylonienne, cette fois du temps du royaume de Babylone sous Hammurabi et ses successeurs, il est intéressant de constater que, à la différence de ce qu'on constate à peu près au même moment dans l'ancien pays de Sumer, il est des cas où le modèle de la construction de niches anthropiques apparaît particulièrement pertinent, au moins pour une partie du paysage. J'ai mentionné la semaine passée les sondages géomorphologiques effectués par l'équipe belge en charge des fouilles de Sipar, en Babylonie du Nord, et la présence, à environ 4,5 mètres sous la surface actuelle, d'un paléo-chenal B, dit B, qui était actif entre la fin du IIIe et la première moitié du premier millénaire. Grâce aux nombreux sondages, il est possible de reconstituer les anciens chenaux fluviaux et leurs déplacements au cours des millénaires, mais comme ces éléments du paysage se sont développés sur plusieurs millénaires, il nous manque encore une compréhension des paysages à l'échelle méso ou micro, régionale locale, ainsi qu'à une échelle temporelle historiquement significative. Fort heureusement, nous disposons aussi des documents cunéiformes produits à l'une des époques où ces paysages étaient actifs, c'est-à-dire du temps de la première dynastie de Babylone. En étudiant les mentions de petits canaux appelés Namkarum dans les documents juridiques et administratifs issus des archives familiales de Sipar, qui sont datés, les mentions, entre le règne d'Apilsine à la fin du XIXe siècle et celui d'Amitsaduqa au mi-temps du XVIIe, Michel Tenré a pu montrer que ces structures étaient utilisées pour irriguer les champs à proximité immédiate des cours d'eau, en particulier entre l'Euphrate et l'Irnina, une branche secondaire du fleuve à l'époque. Donc, bien que la corrélation et la résolution des deux éléments, les archives sédimentaires d'un côté, les archives documentaires textuelles de l'autre, ne soient pas suffisamment fines pour que l'on puisse permettre une localisation directe des champs connus dans les textes sur le paysage reconstruit par la géomorphologie, il est notable que les canaux Namkarum avaient leur prise d'eau directement sur des branches des cours d'eau naturels ou des canaux qui semblent avoir été des bras secondaires canalisés, issus de brèches naturelles ou artificielles dans les digues, quand les champs n'étaient pas situés même dans le lit majeur direct. Dans ce cas, nous pouvons véritablement parler d'une construction de niche anthropique, quasi contemporaine et même légèrement postérieure à la forme bien plus complexe de paysage d'irrigation de Larsa que nous venons de voir. Il ne faut évidemment pas pour autant en conclure que les autorités babyloniennes n'avaient pas les capacités de mener à bien de grands travaux si besoin. Bien au contraire, la puissance de Babylone sous la première dynastie est indéniable, surtout après les conquêtes de Hammurabi, et l'on connaît par les textes comme par l'archéologie des réalisations hydrauliques de grande ampleur dans la région. Les noms d'années 42 et 43 de Hammurabi renvoient en effet à de grands travaux d'emmurement le long du Tigre et de l'Euphrate, et en particulier autour de Sipar, qui, plutôt que des mesures défensives sur le plan militaire, ont été associés à des travaux d'endiguement suite à une série d'inondations catastrophiques causées par les changements dans les conditions atmosphériques qui nourrissent le régime des fleuves dont j'ai parlé au début. Et possiblement, on pourrait retrouver aussi cette situation sur la Diyala, du côté des Chnounas. Les archéologues belges ont proposé de retrouver la trace de ces digues
dans le paysage actuel, autour des deux sites qui formaient la ville jumelle de Sipar, l'une construite sous Hammurabi lui-même, l'autre sous son successeur, Samsu-Iluna. Et contrairement au réseau de canaux contemporains que l'on a dû retrouver grâce au sondage dans la plaine, ces digues affleurent encore en partie du fait de leur taille beaucoup plus massive. Clairement, ici, ce ne sont pas les capacités à mobiliser ou non une main-d'œuvre importante et ou à contrôler un territoire qui ont présidé au choix entre une approche adaptative et une approche transformative d'un paysage d'irrigation, mais bien plutôt la topographie, les conditions locales de la plaine alluviale, par opposition à celles de la plaine deltaïque, et les besoins des populations locales. Lorsque ces conditions ont changé, avec l'arrivée d'inondations massives, le pouvoir royal n'a pas hésité à transformer le paysage, non pour amener l'eau, mais pour la divertir et en protéger les installations. Il est même probable, comme l'a suggéré Dominique Charpin, que certains des efforts entrepris au temps de Samsu-Iluna aient eu pour conséquence d'aggraver les changements naturels du cours de l'Euphrate, causant en partie les phénomènes d'avulsion et de détournement du fleuve de son tracé central, et avec eux l'abandon de certaines des antiques cités-États sumériennes, comme Larsa ou Nippur, à la fin de l'époque paléo-babylonienne. Pour terminer, je voudrais sortir de la plaine de Basse-Mésopotamie pour aborder un dernier exemple de paysage fantôme de l'irrigation à l'âge du bronze, souvent ignoré dans les discussions des archéologues du paysage anglo-saxon, mais que l'on peut reconstruire grâce au texte de Marie, datant du XVIIIe siècle avant notre ère. Sur le Moyen-Euphrate, le fleuve est profondément incisé entre le plateau de Chamillé à l'ouest et le plateau de Djésiré à l'est. Aux âges du bronze moyen et récent, le fleuve coulait sur la terrasse, dite Q0B, qui était alors en cours d'aggradation, et cette terrasse a depuis été incisée par le fleuve, qui l'a aussi re-remplie de terrasses dites historiques à partir de la fin de l'époque romaine. Donc le fleuve était un peu plus haut qu'il n'est aujourd'hui, après ces périodes successives d'érosion et d'aggradation. La terrasse de l'âge du bronze, qui donc constituait à l'époque le lit majeur du fleuve, pouvait être mise en valeur à moindre frais, puisque directement en contact avec l'eau. Mais les champs étaient exposés aux crues de printemps, d'autant plus dévastatrices qu'elles coïncidaient avec l'arrivée à maturité des céréales d'hiver, principale ressource agricole du royaume. L'essentiel des terres cultivables se trouvait donc sur la terrasse Holocène, Q0A, plus ancienne et plus élevée, de 2 à 3 mètres en moyenne au-dessus de la terrasse Q0B. Donc, on a ici la situation inverse de ce qu'on a vu avec la plaine de Basse-Mésopotamie. Il n'est pas possible d'irriguer localement le champ situé ici avec l'eau du fleuve situé ici en contrebas, par simple gravité. La mise en valeur de la terrasse Q0A nécessite une élévation de l'eau, soit localement par des dispositifs artificiels de type Noria ou Chadouf, que l'on connaît à des époques plus récentes, mais qui ne sont pas attestées à l'époque de l'âge du bronze, soit à l'échelle régionale, par de longs canaux qui allaient chercher l'eau en amont sur le fleuve et qui utilisaient la pente naturelle du cours d'eau pour, à un moment, rattraper le niveau des champs et pouvoir commencer l'irrigation par gravité. Bernard Geyer a estimé qu'il fallait au moins 8,5 km pour un canal incisé depuis le fleuve dans la terrasse Q0A pour commencer à ce que l'eau devienne utilisable pour l'irrigation des champs. Donc on a déjà un minimum de 8,5 km avant que le canal devienne utile pour la fonction d'irrigation. Les prospections menées dans les années 1980 par l'équipe de fouilles de Marie, dirigée par Jean-Claude Margueron, ont permis de relever, sur le terrain et sur les cartes, de nombreux vestiges de canaux situés sur la terrasse Holocène Q0A, déjà bien connue des voyageurs ayant visité la région depuis l'Antiquité. Et les archéologues ont proposé de dater tous ces canaux de la fondation de Marie au IIIe millénaire, avec des usages mixtes d'irrigation, en particulier en rive occidentale, rive droite de l'Euphrate, et de navigation en rive gauche et le long du Rabour. Si tel était le cas, si cette proposition est valide,
alors nous serions en présence d'un exemple dramatique de paysage de l'âge du bronze qui, en taille comme en impact sur l'environnement, n'aurait rien eu à envier aux constructions impériales des premiers millénaires avant et après notre ère. Ces canaux, en effet, sont absolument massifs, avec des digues pouvant dépasser les 3 mètres de hauteur, et ce, après des siècles d'érosion, et plusieurs dizaines de mètres de largeur, ostensiblement destinés à supporter les violentes crues printanières sans subir trop de dommages. Toutefois, les reconstructions proposées par les archéologues de Mari, rendues publiques en maintes occasions dans des ouvrages de synthèse, des articles de revues spécialisées et des ouvrages grand public, constituent, un peu comme le paysage d'Adams à l'époque d'Uruk, ce que j'appelle un paysage chimère. Si l'on se rappelle mon premier cours, j'insiste sur le fait qu'un paysage est toujours construit par un observateur, ici un observateur académique moderne, qui en le produisant crée une réalité virtuelle, purement moderne, qui ne correspond à aucun paysage historique ayant jamais existé, mais qui a néanmoins trouvé son existence et son chemin dans la littérature, en particulier, par exemple, dans l'ouvrage de Pierre-Henri Violet que j'ai mentionné au début du cours. Donc on mesure combien une reconstruction de ce type, si elle circule largement, peut finir par créer un paysage, une vision de l'ensemble du récit sur les développements de l'irrigation et les paysages associés au Proche-Orient ancien, qui va se retrouver décorrélé des données archéologiques et textuelles. Car malgré la beauté de l'image ici, cette analyse n'est pas tenable. Les conclusions des archéologues français ont d'ailleurs été rejetées par la plupart des spécialistes de l'archéologie du paysage, ce qui explique, comme je le disais, que le cas de Mari n'apparaît quasiment jamais dans les travaux issus de l'école de Tony Wilkinson et de ses élèves. Les prospections qui ont été menées dans le même espace par Sophie Berthier et son équipe ont en effet montré que les canaux actuellement visibles dans le paysage étaient principalement associés avec un habitat d'époque islamique, même si certains, comme le Nar d'Aorin ou le Nar Sémiramis, pourraient remonter à des périodes plus anciennes, l'époque néo-assyrienne pour le plus ancien possible, le Nar d'Aorin, et l'époque achéménide ou parthe pour le Nar Sémiramis. Des sondages menés par Sophie Berthier et son équipe dans la terrasse ont aussi pu mettre en avant un important alluvionnement issu des crues du fleuve, combiné à la pratique de l'irrigation aux époques récentes, qui suggère que les paysages de l'âge du bronze, s'ils ont été préservés, doivent être cherchés plusieurs mètres sous la surface actuelle, comme c'était le cas dans la plaine alluviale près de Sipar. Donc, malheureusement pour nous de l'âge du bronze, les vestiges actuellement visibles dans le paysage relèvent bien de cette phase impériale qui a radicalement transformé la région bien après la période de gloire du royaume de Mari. Nous sommes ici, comme souvent en contexte alluvial, dans un exemple type de paysage autodestructeur, puisque non seulement les sols et les structures les plus récentes ont recouvert les sols et les structures plus anciens, mais la taille même des canaux de l'époque impériale implique que, dans l'espace relativement contraint de la vallée, toute trace des systèmes d'irrigation de l'âge du bronze est probablement désormais entièrement perdue, détruite par les constructions plus récentes. Heureusement pour nous, si l'archéologie n'est pas ici d'un grand secours, les paysages fantômes de Mari au XVIIIe siècle peuvent encore être reconstitués avec une précision étonnante grâce aux milliers de lettres et de documents administratifs retrouvés dans les ruines du palais après sa destruction par Hammurabi de Babylone. C'est l'objet de mon ouvrage de 2018. Ici encore, même si on est loin des paysages impériaux qui caractérisèrent la région aux époques plus récentes, on ne peut pas non plus considérer qu'il s'agisse d'une simple forme d'adaptation de type formation de niche anthropique. Les textes du XVIIIe siècle permettent de reconstruire 3 canaux principaux le long de l'Euphrate et du Rabour, dont on peut estimer qu'ils s'étendaient sur des dizaines de kilomètres, peut-être même jusqu'à, certainement au-delà de 75 km pour les plus longs, peut-être frôlant la centaine. Cela nécessitait forcément le type de contrôle politique, de planification et d'investissement en main-d'œuvre que l'on associe généralement qu'aux paysages impériaux. On ne dispose malheureusement pas de données chiffrées pour la création de ces infrastructures, mais quelques lettres de Mari mentionnent le nombre de journées hommes nécessaires à la réalisation de travaux d'entretien ou au creusement de structures plus petites. Par exemple, un canal de dérivation à partir d'un amkarum, le même type de canot que l'on a vu à Sipar, c'est-à-dire un canal de petite taille inscrit dans le lit majeur, bien plus petit que ceux présentés ici, requérait 3 à 4 000 journées hommes, soit probablement
une main-d'œuvre de 300 à 400 personnes sur une dizaine de jours. En outre, les textes mentionnent des dizaines de toponymes liés aux canaux, lesquels étaient utilisés tout au long de l'année et pas seulement pendant l'hiver, comme l'ont cru les archéologues. Cela suggère un système de peuplement dense et linéaire de petits villages, aujourd'hui disparus, et quelques villes, les telles archéologiques, qui jalonnaient le parcours des canaux sur la terrasse Q0A, tandis que le lit majeur du fleuve sur la terrasse Q0B était une zone mixte où se côtoyaient des espaces libérés pour l'agriculture et des milieux humides encore largement préservés, source de nombreuses ressources hors de la production agricole au sens strict, en particulier bien sûr les roseaux. Je vous épargne les détails de l'enquête, mais encore une fois, vous pouvez les retrouver dans mon ouvrage de 2018. Mais par mon étude de la terminologie associée aux paysages et aux techniques de l'agriculture irriguée à Marie, j'ai pu reconstruire une mosaïque de micro-environnements, de micro-paysages, de nature et d'usages variés, composés de grands canaux sur la terrasse Q0A, mais aussi de plus petits canaux dans le lit même du fleuve, de champs à la fois sur la terrasse Q0A et dans le lit majeur sur la terrasse Q0B, et de tout un ensemble d'ouvrages liés au transport, à la distribution et à l'évacuation de l'eau, comme des seuils de dérivation, des régulateurs, des partiteurs, des canaux secondaires, mais aussi des canaux et chenaux de décrue qui permettaient d'évacuer l'eau hors du système au moment de la crue de printemps, et puis tout un système de vannes et de barrages temporaires qui permettaient de relever l'eau dans les canaux lorsque l'on souhaitait passer d'une circulation de l'amont vers l'aval à une situation latérale qui elle-même permettait d'irriguer dans les champs. Ce qui est clair, même si on n'en a plus la trace, c'est que ces canaux étaient de bien plus faible ampleur que leurs successeurs d'époque impériale et étaient particulièrement fragiles. Ils devaient être souvent réparés et entretenus annuellement, une tâche qui incombait au souverain et aux équipes du palais qui travaillaient pour lui, soit à plein temps, soit à temps partiel, contre rémunération en terre et en denrées. L'étude des paysages d'irrigation de la Mésopotamie à l'âge du bronze, paysages fantômes presque entièrement disparus des paysages actuels, mais que des approches multidisciplinaires permettent de faire revivre en partie, permet ainsi de complexifier notre discours sur le rapport entre société et hydraulique. Loin des caricatures de Wittfogel, ou même du discours trop linéaire des archéologues du paysage, il faut prendre en compte les singularités de l'environnement comme des conditions sociales et historiques qui ont présidé aux choix faits par divers groupes humains à travers divers moments de leur histoire. Comme indiqué dans mon premier cours, les paysages que nous reconstruisons à partir des données anciennes sont les nôtres, en ce sens que nos questionnements, autant que les sources disponibles, créent ce que nous voyons ou ce que nous sommes prêts à voir. Le modèle de la construction de niches anthropiques, par exemple, rend bien compte des restes visibles dans le paysage depuis les images aériennes, mais en ignorant les données des textes, il apparaît trop réducteur. A l'inverse, un paysage qui associe pour l'âge du bronze des données bien plus récentes risque de faire disparaître le changement majeur en termes d'échelle et d'impact sur les paysages qui eut lieu avec l'avènement des grands empires à partir de l'âge du fer. C'est seulement en prenant en compte l'ensemble des données disponibles que l'on voit apparaître une richesse insoupçonnée de paysages et de modes d'occupation de l'espace, aussi près des sociétés antiques que les sources nous le permettent. Les paysages fantômes gagnent alors en densité, même si, comme souvent, avec les sociétés mésopotamiennes, l'expérience qui nous en est accessible est celle des élites, essentiellement. Je vous remercie de votre attention. Merci infiniment, mon cher Hervé. Je souscris bien sûr à beaucoup des choses que tu as dites et peut-être pour commencer la discussion, revenir sur le cas de Yardoun-Lim qui est particulièrement exemplaire et un peu frustrant en même temps. On a une vision de l'histoire politique qui n'est pas complète, mais quand même on voit bien que c'est un moment où il y a un pouvoir royal fort qui se constitue. Et c'est justement le moment où le grand canal Ishim-Yardoun-Lim est creusé. Donc là, c'est peut-être un exemple un peu paradigmatique du rapport entre la
constitution d'une entité politique qui subsume toute une série de petites royautés qui s'étageaient le long de l'Euphrate, et du coup la possibilité de créer un réseau qui n'existait pas auparavant. Yardoun-Lim le dit dans son inscription, et tu nous as bien montré qu'il fallait s'affranchir de la tentation de l'hypercritique. On peut lui faire confiance sur ce point. Oui, oui, pour le coup, c'est vrai que c'est une des grandes frustrations qu'on a sur pour les. Donc, j'avais pas la place. Donc là, vous avez la partie amont du royaume de Mari, si on revient. Là, voilà. Mari est ici. Le Rabour, partie amont, partie aval. Donc là, sur la partie amont du royaume de Mari, avec le grand canal de Ishim Yardoun-Lim qui descend jusque à peu près dans la région de Terka, en rive droite. On a 3 grands canaux, le canal de Mari, le canal du Rabour, qui est le plus long, et puis le canal Ishim Yardoun-Lim. On les voit en opération essentiellement au temps de Yasmaradou et de Zimri-Lim, donc au XVIIIe siècle. Mais pour les 2 canaux d'aval, on ne sait pas de quand ils datent. Est-ce qu'il y a eu des antécédents? Est-ce qu'ils ont été... est-ce qu'ils existaient déjà au IIIe millénaire? On a vraiment très peu d'informations concernant ce qu'on appelle l'époque Shakanaku, à la fin du IIIe millénaire pour la région. Il y avait forcément une forme d'irrigation pour qu'il puisse y avoir agriculture dans la région. On est vraiment dans l'espace aride. Sans l'eau du fleuve, on ne peut pas cultiver les céréales à cet endroit. Mais je suis assez d'accord qu'en ce qui concerne Ishim Yardoun-Lim, je pense qu'il faut le prendre au pied de la lettre. Lorsqu'il dit qu'il a créé le canal, je pense qu'effectivement, c'est le cas. Je pense que... Et oui, bien évidemment que pour ce genre d'infrastructure, pour leur création, mais aussi pour leur contrôle, il faut une forme de contrôle politique. Si vous avez vos capitales qui sont au niveau de Sagaratoum, Terka et Mari en aval, mais que vous ne contrôlez pas la prise d'eau du canal, vous êtes extrêmement en danger qu'un ennemi vous coupe l'approvisionnement. Donc, par définition, il faut que Mari contrôle au moins jusqu'à la prise d'eau du canal Ishim Yardoun-Lim pour pouvoir maîtriser la production céréalière au sein du royaume. Donc, forcément que ce canal, lorsque Yardoun-Lim... Alors après, ça, c'est l'état qu'on connaît d'après les textes de l'époque de Zimri-Lim. C'est possible que le canal initial de Yardoun-Lim ait été plus court et qu'il ait été... Mais on en voit... À l'époque qui nous est documentée, on n'a pas de texte du temps de Samsiadou, Yasmaradou ou du temps de Zimri-Lim qui nous disent on a creusé un grand canal, on a des mentions de réfection de certaines parties, mais ça, on ne les voit pas. Donc ils ont dû préexister. Dans quel état, on ne sait pas. Mais pour Yardoun-Lim, oui, je pense que c'est il faut qu'il consolide la région s'il veut pouvoir mettre... Il ne devait pas y avoir de canal ici, ce qui veut dire que, globalement, au temps de Yardoun-Lim, quand Yardoun-Lim prend contrôle de la région, on ne pouvait cultiver qu'au niveau du limageur. On ne pouvait pas cultiver en amont, là où étaient la plupart des terres. Pour pouvoir cultiver l'espace le plus grand de champs disponibles, il faut contrôler au minimum plusieurs dizaines de kilomètres en amont. On va arrêter là et on a hâte d'avoir la suite. Donc rendez-vous lundi prochain. Merci et bonne semaine à tous.